podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, Simon. Salut, hey, j'espère que tu vas bien. Ce matin, on attaque un sujet vraiment cool qu'on jase toi et moi depuis un petit moment déjà, right? Oui, ben c'est inévitablement tout le monde sait qu'on parle tout le temps d'IA ces temps-ci, mais on s'est dit ça serait intéressant de jaser des trucs autour, ou du moins qui font partie de la grande famille de l'IA en soi. Puis le flowgramming, le vibe coding, ce sont des termes qu'on a vu apparaître un petit peu plus, évidemment, avec l'art de l'IA. Fait qu'on s'est dit, hey, en fait, tout est parti à partir d'une vidéo là, qui, je pense, qu'on a partagé ensemble, ou du moins dans mon cas, c'est ça. D'ailleurs, je remercie Sébastien Dumais, avec qui je prends des cafés une fois de temps en temps, qui m'a partagé ça. C'est une vidéo, dans le fond, l'idée de faire une espèce de show télévisé, quasiment, mais évidemment diffusé sur YouTube, où tu avais des flowgrammers qui étaient en compétition l'un contre l'autre et tout ça. Puis j'ai fait, c'est capoté. Je trouvais ça super pertinent. Puis je me suis dit, on s'est mis à échanger, toi et moi, de flowgramming. Puis on s'est dit, ouais, ça serait le fun d'aller un petit peu plus loin, mais on n'est pas des flowgrammers. Pas encore. Fait là, c'est là que Alex Mercier rentre en scène. Bonjour, Alex. Bonjour, enchanté. Yes, enchanté. Alex, dans le fond, on se parlait off-record. Moi, je t'ai vu aller sur TikTok. T'as un certain succès dans la niche du vibe coding, N8N, tous ces outils-là en ce moment. Fait que je t'ai vu aller, je me suis dit, écoute, Joe, il faut qu'on invite Alex pour jaser un peu de ce sujet-là. Fait que, bienvenue, Joe. Bienvenue, Joe. Oui, bienvenue, ça fait plaisir, je suis là. Bienvenue, Alex. Cool. Alex, tu viens avec nous parler de ça, de ce sujet-là, parce que tu en connais un petit peu plus que nous deux. Puis on va essayer aujourd'hui aussi d'en parler aussi pour qu'un peu tout le monde comprenne le truc. C'est quoi cette nouvelle tendance-là? C'est-tu là pour rester? Où on voit ça aller? Mais peut-être d'abord, Alex, te présenter. Là. T'es qui, Alex, pour ceux qui nous écoutent live? Là? Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, là, je m'appelle Alexandre Mercier. Là, j'ai 23 ans. Puis de base, je suis développeur web. Tu sais, j'ai pas étudié en intelligence artificielle. J'ai pas, tu sais, mon métier premier, c'est vraiment d'être programmeur. Puis dans le fond, là, si je parle un peu de mon background, tu sais, moi, j'ai tout le temps été là, dans l'informatique. J'ai tout le temps été avec les ordinateurs là, dès le plus jeune âge parce que je suis né en 2002. Là, fait que j'ai vraiment connu, tu sais, le début d'Internet, mais d'Internet, de YouTube, Facebook, etc. Fait que, tu sais, toutes les startups qui ont été créées avec l'Internet, je les ai vus comme grandir, mais j'ai comme pas pu participer à ça non plus, vu que, tu sais, j'étais quand même assez jeune. Fait que, moi, j'ai eu la chance, dans le fond, mon père, il a fait un cours au cégep en programmation, puis il a vraiment aimé ça, mais il a jamais été plus loin. Fait que, tu sais, un jour comme ça, il m'en montre un peu, je pense que c'était du basic, si je me souviens bien, là, tu sais, avec l'écran noir puis les caractères comme gris. Là. Fait que j'ai fait ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. C'est mon père m'a montré ça. Dans le fond, il nous a aidé à faire nos tables de multiplication. Il avait fait un programme où ça disait, mettons, 6 x 6, tu écrivais ta réponse. Puis là, ça disait, par exemple, si tu avais 10 sur 10, ça disait, OK, va le dire à maman. C'était vraiment vraiment banal, mais c'est comme ça que j'ai commencé à en faire. Puis, tu sais, c'était vers 9-10 ans. Là, fait que, puis là, j'ai commencé aussi à faire du gaming, évidemment, dans tout ça, comme tout enfant. Et j'ai fait de la programmation sur Roblox. Donc, ouais, c'est ça. Donc, Roblox, si tu connaissais pas, là, c'est, tu peux créer, c'est comme un peu un genre de framework, un environnement où tu peux créer tes jeux dedans, tes jeux vidéo. Donc, c'est ça que je faisais, mais j'ai pas pu en faire une carrière. Puis, tu sais, je pense pas que le jeu vidéo, c'était ça qui me rejoignait, puis que je voulais faire ça absolument. Je pense que j'aimais surtout créer des choses. Donc, je me suis orienté tranquillement pas vite là, vers la création d'applications. Puis après ça, durant tout mon secondaire. Puis après ça, j'étais allé au cégep en informatique, évidemment. Et puis, là, j'ai commencé à travailler là-dedans. Puis là, ça fait déjà environ 4 ans là, que je travaille là-dedans, en fait. Là. Fait qu'en 4 ans, et quand j'écoute un peu ton parcours, toi, tu as la chance d'avoir un peu vécu les gros changements d'être un dev dans la formule classique à être un dev
qui justement, là, maintenant, a la chance de s'appuyer sur des outils puis pour faire du vibe coding ou du flow-gramming, ce qui n'était pas nécessairement quelque chose qui était très popularisé il n'y a pas si longtemps. Non, c'est ça, exact. Tu sais, moi, quand j'ai étudié au cégep, la programmation, tu sais, oui, on avait des examens papier, fait qu'évidemment, on ne pouvait pas utiliser l'intelligence artificielle, mais ça n'existait pas encore nécessairement. Tu sais, il y avait GPT-2 peut-être. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme. Puis c'était pas pour la programmation. Puis, tu sais, OpenAI, tu sais, je connaissais un peu, mais tu sais, c'était comme pas popularisé. Il n'y avait pas eu ChatGPT encore et tout. Puis je me souviens que c'est à la fin de mon cégep que là, il s'est mis à avoir GitHub Copilot. Que, dans le fond, quand tu écrivais en programmant, ben là, tu avais ton code comment dire, le code prédit était comme était un peu ombré, puis là, tu faisais tab, puis là, ça complétait le code. Tu sais, c'était pas parfait, mais c'était déjà là, on voyait comme, OK, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire des bouts de code que, en réalité, j'ai aucune valeur ajoutée à le faire moi-même, tu sais, à le taper moi-même. Joe, tu tapes quelque chose d'intéressant. Fait que oui, en effet, tu sais, puis on a fait un peu de programmation, nous autres, par le passé, puis on en fait encore un petit peu, mais on est plus de la vieille garde, puis c'est moins notre pain puis notre beurre à moi puis Joe, mais t'as vu, je trouve ça intéressant, t'as vu un peu t'as vu un petit peu d'avant, puis là, t'es aussi mis le pied dans l'après, ben, je vois ça comme un avant puis un après, mais tu sais, cette nouvelle mouture-là d'être un développeur, fait que c'est vraiment super intéressant, fait que t'as mis le pied là-dedans, puis là, tu sais, bon, tout ce qui est. Peut-être juste. Je sais qu'on a dit vibe coding, flow-gramming, mais il y a du monde qui écoute ça puis ils savent fuck all, c'est quoi cette histoire-là? Ils sont comme c'est quoi ce truc-là? Peut-être, je vous propose, les gars, qu'on mette peut-être les bases sur c'est quoi cette histoire-là. Peut-être, Alex, si tu veux nous. Avant qu'on aille plus loin, parce qu'on risque de le dire, ce mot-là, une couple de fois dans le pod. Là. Fait que c'est quoi ce vibe coding? C'est-tu différent du flow-gramming? Comment tu vois ça? Même moi, puis Joe, il m'écrit. On se demandait c'était quoi exactement la différence parce que flow-gramming, c'était la première fois que je l'entendais là, en tant que tel. J'avais plus entendu vibe coding. Alex, comment tu parlerais de ça, toi, ce sujet-là? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu sais, moi, j'ai énormément entendu le vibe coding en premier. Puis, tu sais, dans le fond, là, ça, c'est vraiment de coder avec les vibes, là, si on veut. Là, c'est dans le fond, traduire des commandes en langage naturel. Donc, par exemple, crée-moi tel bouton, telle fonctionnalité, puis que ça se traduit tout simplement en code à l'aide de l'IA générative, donc ChatGPT, etc. Là, tous les langages de modèles. Ça ressemble un peu à ça, le vibe coding. Au niveau du flow-gramming, moi, de ce que j'en comprends, là, c'est comme. Je l'ai pas entendu beaucoup, ce terme-là, honnêtement. C'est surtout vibe coding parce que c'était comme ça que. Moi, je suis beaucoup sur TikTok, là, fait que c'est les termes qu'on voit le plus. Là. Mais pour moi, le flow-gramming, excusez-moi, c'est un peu là, l'approche hybride là, entre le no-code puis le code. Donc, aller coder certaines parties en IA générative, donc avec les AI, dire, mettons, crée-moi telle application qui me permet, par exemple, de remplir des PDF automatiquement. Puis tout ça va être orchestré par un autre outil qui, lui, ne contient pas nécessairement de code, mais c'est plus visuel, puis que tu vas pouvoir, après ça, aller relier des bouts de code, si on veut, avec d'autres, des fonctionnalités avec d'autres. Donc, c'est un peu d'avoir une vue, une vue claire de ce que comment dire, de ce que tu veux faire en code, puis toutes les parties qui sont plus techniques, plus difficiles à faire, qui ont besoin de code en fait pour être faites, ben tu peux le faire en vibe coding. Oui, absolument. Puis j'ai un mot que tu as dit que je partage, c'est l'aspect hybride derrière peut-être le flow-gramming qui fait en sorte que des vieux de la vieille comme moi, par exemple, ou comme Simon, Simon toi aussi. Oui. Tu sais, on a plus des expériences de développement avec le code plus classique qui fait que avant de passer du classique au 100% dire OK, je vais vibe coder un produit, d'utiliser plein d'outils, comme tu l'exprimes, qui vont faire le pont entre OK, je sais que je peux produire du code qui me demande des connaissances, qui me demande de comprendre le langage, etc. Ben là, j'ai deux possibilités. Je peux utiliser l'AI pour rédiger ce code-là pour moi, ou aussi, si j'ai différents outils à faire intervenir l'un avec l'autre, ben là, j'ai un paquet de plateformes actuellement qui sont disponibles, qui sont là, qui me permettent d'aller brancher tout ça ensemble puis d'avoir un tout cohérent. Là.
Gratte pas ta barbe, Simon, ça fait du bruit très fort dans mon micro. J'arrête. C'est ASMR, ouais. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, tu sais, pour moi, là, tu sais, je trouve que c'est ça. Pour moi, la différence entre les deux, le vibe, je pense qu'il y a quelque part, pour être un bon vibe coder aujourd'hui, je pense que ça prend probablement des skills plus importants que peut-être un flowgrammer, mettons. Ça peut être un flowgrammer, pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être une base de connaissances en programmation, puis qui est capable à ce moment-là de comprendre comment les systèmes fonctionnent, comment les plateformes peuvent justement se connecter ensemble et de réfléchir à ces interactions-là. Tandis que quand on est dans le vibe coding, je pense qu'on est plus dans l'optique de accélérer la production du code parce qu'on la maîtrise, puis on est capable de la dicter d'une façon suffisamment précise et orchestrée pour que ça produise quelque chose qui va avoir du sens une fois qu'on va chercher à développer ou du moins à publier quelque chose avec ça. Est-ce que ça a sous l'allure? Non, moi, je trouve que ça a 100% de l'allure. Le vibe coding, c'est vraiment faire le code en tant que tel avec les hype et le programming. C'est plus d'automatiser des choses, peu importe comment, que ce soit avec le code ou pas. Là. Exact, tout à fait. Écoute, je le dis tout le temps, la blague à chaque personne que je rencontre. Tu sais, moi, dans la vie, j'ai un background de développeur front-end. Je le dis comme ça pour avoir l'air cool parce que, tu sais, dans les faits, ma formation, c'est webmestre. Est-ce que tu sais c'est quoi un webmestre? Un webmaster, un peu. Exact. Donc, tu vois, fait que c'est comme l'ancêtre du développeur front-end, finalement. Fait que, tu sais, dans ma vie, j'ai toujours un petit background de développeur, tu sais, ce qui fait que j'ai développé des skills puis de l'intérêt beaucoup, tu sais, pour tout ce qui est développement, beaucoup sur l'interface utilisateur, des trucs comme ça. Puis, tu vois, moi, j'ai 22 ans de plus que toi, j'ai 45 ans. Puis si tu m'avais dit, hey, j'attends 45 ans, ça se pourrait que tu produises une application, dans le fond, native iOS Android, en utilisant des outils toi-même, je t'aurais dit, ben non, tu sais, je vais pas faire ça. J'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie de me réinvestir à réapprendre comment fonctionne complètement un langage et tout, et tout, et tout. Ben, je l'ai fait. Donc, j'ai eu la chance dernièrement de travailler sur un projet où j'ai fait comme, eh ben, je vais mettre les mains dedans. Puis, écoute, c'est fascinant. Puis, tu sais, je pense que l'AI, le programming et tout ça m'aurait pas permis, tu sais, j'aurais pas pu faire ça en d'autres temps. Là. Donc, c'est quand même fascinant. Je pense que justement, le flow et le vibe peut ramener des gens qui avaient développé un certain skill set, dans le fond, qui avaient un bagage, qui se rapprochait, qui avait comme peut-être une grande attirance ou du moins des affinités, disons-le, avec le métier de développeur, mais qui n'avait peut-être pas les compétences pour le coder. Mais là, soudainement, ça devient plus accessible. Ça devient possible peut-être de réussir à réaliser quelque chose. Fait que ça me fascine énormément. Puis est-ce que toi, tu vois justement par rapport à ça des risques? Des risques, tu sais, si on parle au niveau de sécurité, dérive, etc. Est-ce qu'actuellement on s'expose? Est-ce que tu vois ça dans le marché, justement, actuellement? Ben, tu sais, j'ai l'exemple là, flagrant là, qui est devenu un peu viral, là, l'application T, que c'est quelqu'un qui avait vibe codé l'application, je pense, ça peut, à 100%. Puis ça avait eu un succès fulgurant, là, je sais plus trop c'était quoi, mais je pense que c'était une application là, où je sais plus c'était quoi, là, mais c'était les gens partageaient des photos plus tu sais, qui ne devaient pas fruiter, on va dire ça comme ça. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui a vibe codé l'application entièrement avec Firebase, si je ne me trompe pas. Donc, Firebase, c'est des outils un peu de Google là, pour faciliter le développement d'applications. Donc, il va y avoir des bases de données, sauf que lui, sa base de données, il n'avait pas mis de règles qui fait en sorte que c'est pas n'importe qui, par exemple, qui peut modifier ton profil à toi, c'est pas n'importe qui peut aller chercher tes photos à toi. Puis donc, cette personne-là, elle a fait l'erreur un peu, tu sais, elle devait pas avoir tu sais, elle devait avoir un background, tu sais, pas de développeur, mais tu sais, de product manager ou quelque chose comme ça, tu sais, quelqu'un qui a jamais nécessairement, jamais nécessairement codé. Ce qui a fait que là, quelqu'un a vu une brèche, évidemment, puis s'est introduit là-dedans, puis il a réussi à avoir toutes les photos des utilisateurs. Puis c'est un peu ça le problème qu'on voit en ce moment, c'est que, puis en plus, tu combines ça avec les hallucinations de l'AI. C'est des fois, si on n'est pas technique, on ne sait pas qu'est-ce que ça l'implique, des fois, de coder une application. Là, c'est tout le côté sécurité. C'est des fois, l'AI, il va le faire pour toi, mais souvent, il va vouloir te plaire. Fait que tu vas lui dire, fais-moi telle fonctionnalité. Fait qu'il va essayer de se démerder pour la faire le plus possible.
Puis il va te donner un résultat, mais ça veut pas dire qu'il va être sécurisé, le résultat. Donc, ça prend quand même un certain background de développeur pour voir un peu ces potentiels risques de sécurité là. Ça me fait penser, je pense pas que c'est avec toi, Joe, que je parlais de ça dernièrement, mais tu sais, tout ce qui est les outils qui en ce moment, les AI, il y a comme deux types de personnes qui vont utiliser ça. Il y a les gens qui avaient déjà un background que ça va faire, qui vont être ça va leur permettre d'améliorer leur rapidité, d'accroître leur rapidité vraiment incroyablement, puis de faire beaucoup plus de choses qu'ils n'auraient jamais pu faire. Fait que ça, tu as les gens connaissants, puis tu as les gens qui connaissent Sweet Nothing, qu'auparavant, ils auraient pu faire Sweet Nothing. Mais là, qui sont capables de faire, avant, c'était rien, au moins, là, ils peuvent faire quelque chose. Sauf que le quelque chose que quelqu'un qui n'était pas connaissant va faire là, c'est ça, là. Ça peut donner sur le coup, là, hey, ça marche, je viens de créer de quoi, mais si tu n'as pas les réflexes, tu connais pas un peu les rouages derrière ça, ben ça fait un accident de char, là, comme le T-App dont tu me parles là. C'est un peu ça, là. Fait que fait qu'il y a, je pense que les gens qui vont nous écouter, il y en a peut-être des techs, il y a des gens qui connaissent un peu la tech un petit peu plus, puis il y en a d'autres qui connaissent moins ou slash peu pas pantoute. Sachez que si vous êtes dans un camp ou dans l'autre, si vous êtes dans le camp de j'ai jamais fait ça anyway, puis ça a l'air vraiment trop facile pour être vrai, oui, mais il y a des enjeux à quelque part là-dedans. Fait que deux camps intéressants. Puis là, tout ça, Alex, tu sais, vois-tu, moi je vous amène peut-être aussi sur c'est-tu juste la saveur du moment, tout ça? Ou tu sais, ça s'en va où cette histoire-là, dans le sens, est-ce que tu sais, tu as vu un peu la programmation un peu plus standard, là, c'est des outils qui n'existaient pas auparavant. On est-tu là pour rester avec, ce genre d'outils-là, là, selon Moi, je, toi? moi, je pense que 100% là, parce que euh, tu sais, moi, là, quand là, j'arrive pour créer une application, là, par exemple, tu sais, avant, il fallait vraiment que Hamilton setup tout toi-même. Puis là, à ce temps, tu peux coder, par exemple, des parties d'application que au final, tu aurais pris des heures à faire. Sauf que tu sais, si tu es développeur, tu sais exactement c'est quoi que l'AI a fait. Là, tu sais. Donc, tu es capable de juste d'aller plus vite. Puis je pense que c'est important pour les gens qui sont pas techniques, mais qui veulent se lancer là-dedans, la création d'applications ou tu sais, de produits numériques. Je trouve que c'est plus important que jamais de s'associer à des développeurs en ce moment parce que le développeur, il va être juste plus rapide qu'avant. Tu sais, souvent, tu n'avais pas le choix de t'associer avec un développeur parce que lui allait vraiment comme tout faire, là, tu sais, ton application, tu n'avais pas le choix. Mais à cette heure, tu peux juste t'associer avec un développeur puis que lui, il va coder ton application beaucoup plus rapidement, puis il va être beaucoup plus flexible selon ce que, tu sais, on l'a connu, là, tu sais, pour les développeurs là, qui travaillent avec, par exemple, un autre cofondateur qui n'est pas technique, c'est des fois, c'est difficile. Bon, OK, il y a quelque chose qu'il faut changer. Et ben là, laisse-moi 2 semaines, il faut que tout je change tel module, telle chose, il faut que tout que je refactor telle chose, mais là, finalement, ça devient moins un problème parce qu'avec l'AI, il peut le faire à ta place. Là, tu sais. C'est sûr qu'il y a des fois des grosses applications qui sont vraiment énormes puis que ils ont beaucoup de fonctionnalités. Des fois, ça va être plus difficile de vibe coder parce que on n'a pas assez de contexte dans les intelligences artificielles, donc on n'a pas assez d'espace pour on n'a pas assez de contexte à donner à l'AI parce que la fenêtre est beaucoup trop petite. Donc, dans le futur, je pense que ça va tout le temps s'agrandir. Puis je pense que l'AI va de plus en plus comprendre le code qu'on va faire. Donc, on va pouvoir faire de plus en plus des grandes choses avec ça. Puis je pense que dans le futur, là, tu sais, le code va être tenté de disparaître, sauf qu'il va y avoir des gens beaucoup plus techniques qui vont, je veux dire pas beaucoup plus techniques, mais beaucoup plus spécialisés, qui vont quand même continuer à faire ça, là, je pense, pendant encore beaucoup d'années. Parce que en fait, quand on vibe code avec l'AI en ce moment, c'est souvent les mêmes technologies qu'il va utiliser parce que, oui, il a été entraîné sur une multitude de technologies, mais souvent, ça va être plus React qu'il va connaître. Ça va être beaucoup plus telle librairie de composants d'interface. Puis fait que je pense qu'en ce moment, on est quand même dans un sweet spot de genre, OK, on peut aller loin, mais pas assez pour que, par exemple, les développeurs aient plus de travail du jour au lendemain. Là. Je pense que ça, on n'a pas de souci à se faire encore pour encore beaucoup d'années. Mais ça va juste tout le temps être de plus en plus facile de faire des applications, d'en faire des grosses applications aussi.
Tu touches un bon point aussi. Je pense que il y a les deux termes dont on parle, le flow puis le vibe. Puis j'ai l'impression que le flow, c'est vraiment transitoire, dans l'évolution de l'IA en soi. Je pense qu'à un moment donné, les outils IA vont être plus performants. Donc, on le voit déjà avec Chat qui propose maintenant de développer des applications dans son écosystème. Fait que, il faut comprendre que toute la connaissance de comment l'outil fonctionne ou opère va être nativement imbriquée dans un outil comme ChatGPT. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir prompter, je vais pouvoir demander des choses, sachant les capacités potentielles d'un outil ou d'un logiciel, puis ils vont être disponibles. Alors qu'à l'heure actuelle, vu que tout est en dehors de l'écosystème, ça prend un lien. Donc là, les outils de flowgramming, les N8, les outils de ce genre-là, ben, sont un peu ce lien-là. Mais là, si effectivement le virage se fait et que les grands joueurs commencent à développer dans ChatGPT pour que leur outil soit là, mais là, je pense que là, on se dirige vraiment dans l'approche vibe coding où potentiellement je peux m'installer, dicter comment je vois les choses. Puis ben, à ce moment-là, l'IA va réagir, va me suggérer les bons outils, va développer, etc. Même peut-être qu'on pourrait penser que si on parle des garde-fous de sécurité, parce que c'est un enjeu, comme tu le dis, de développer une app, puis finalement de pas protéger ta BD puis de te faire exposer. Éventuellement, peut-être que l'IA va avoir appris de ce genre d'erreur-là qui aurait été diffusée en termes de contenu, parce que clairement, maintenant, ChatGPT sait que T a été exposé parce que telle erreur est arrivée. Donc, je crois probablement être peut-être plus éventuellement dans une approche proactive. Vous pouvoir dire, hey, by the way, tu es en train de développer ça, as-tu pensé à t'assurer de? T'sais? Donc, j'ai comme l'impression que ce genre de modifications-là aussi vont venir avec le temps. Fait que, on s'enligne peut-être vers ça, puis que ces considérations-là qu'on a aujourd'hui, qu'on voit comme des préoccupations, on est un peu en train de paver le terrain pour les éviter, malheureusement en créant. C'est-à-dire qu'il va en avoir d'autres incidents, on ne se le cache pas, c'est sûr, mais je pense ils vont servir peut-être justement à nourrir la bête, puis s'assurer qu'éventuellement, dans l'évolution de tout ça, on ait des outils en place pour nous aider à les éviter. Ce qui fait que dans le futur que tu envisionnes, que tu vois dans le futur, Jonathan, tout le monde puis ma mère vont coder quelque chose, puis ça va être avec des guardrails incroyables. Est-ce que ce serait ça qui pourrait peut-être un jour arriver? Ben, ça pourrait, mais en même temps, après ça, il va y avoir une question d'intérêt de le faire aussi. Je veux dire, il y a des gens pour eux, c'est pas vraiment intéressant l'idée de développer. Puis, ultimement, même si c'est un produit, on le sait, toi puis moi, je veux dire, puis Alex, je veux dire, le produit, c'est une chose, mais après ça, le mettre en marché, le rendre attrayant, tout ça, c'est une grosse partie du travail. Donc, c'est pas juste de le développer. Fait que oui, effectivement, peut-être que générer un produit va être plus facile, mais là, encore une fois, si on se ramasse à être de plus en plus de gens qui avont la possibilité de le faire, ben ça va être encore plus difficile de le mettre en marché puis de le faire ressortir du lot, étant donné qu'il risque d'avoir peut-être plus une multitude de produits similaires ou du moins dans le même créneau qui vont être disponibles. Mais oui, moi, quand je regarde ça, je me dis, je regarde le développement de l'IA en soi, puis je regarde justement, pour moi, c'est ce move-là de OpenAI, ChatGPT, de dire, hey, venez développer built-in dans mon produit. Je le trouve particulièrement dangereux, si on peut dire. On a comme beaucoup de considérations à avoir sur c'est quoi l'avenir du web ouvert tel qu'on le connaît, comme on l'a connu et comme toi tu le connais, Alex. On a une vision assurément déjà qui est différente de par notre différence d'âge. Simon et moi, on a connu l'arrivée d'Internet en 1996. 16. Et moi, j'ai eu un BBS. Savez-vous c'est quoi un BBS? C'est un Bolton, c'est une espèce de ancien forum qui existait, là, l'ancienne histoire des forums. Là. Écoute, tu te connectais sur un BBS, c'était pratiquement du one-on-one. Fait que je te disais, viens te brancher sur mon BBS. Tu venais te connecter par ton modem chez moi. Un modem, c'est un appareil qu'on utilisait pour se brancher Internet. Et tu avais accès, dans le fond, à des répertoires de fichiers
puis tu pouvais télécharger puis les envoyer chez vous. Donc, fait que ça en dit long sur la forme de connaissance que j'ai eue du web qui était ouvert. Mais là, il y a cette crainte-là de voir le web qui se referme. Moi, je vois des côtés positifs et négatifs, dans le sens où moi, je pense que le web, comme on le connaît actuellement, c'est très enchitifié. Enchitifié, ouais. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, on peut plus, je le répète souvent, ouvrir une page web sans avoir 28 pop-up, tu sais, des affaires à fermer, des pubs partout et tout, ce qui fait que ton contenu représente 20% de l'écran. Puis, tu sais, je trouve que des fois même, je suis généreux. Donc, tu sais, je sais pas comment vous voyez ça, vous les gars, mais tu sais, comment est-ce que se présente le futur, justement, avec ce qui se passe? Ben, tu sais, mettons, moi, si je peux parler, mettons, au niveau du vibe coding et tout, tu sais, moi, je vois ça un peu comme, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, si vous disiez, mettons, OK, ma mère va pouvoir coder, ma grand-mère va pouvoir coder, whatever, ben, tu sais, je pense que ça va remplacer un peu, là, tout ce qui est les fichiers Excel ou ces trucs-là, là. Donc, par exemple, là, moi, tu sais, je suis en colocation en ce moment, puis, tu sais, on avait besoin, tu sais, on s'est dit, OK, on n'a pas, tu sais, il y a des applications qui existent pour planifier le ménage, là, mais tu sais, c'est jamais exactement ce qu'on veut. Il y a tout le temps une affaire qui fait que l'application, au final, ça nous sert pas. Tu sais, il y a une feature qui fait qu'au final, OK, ben, ça, deal breaker. Tu sais, je pense que dans le futur, on va être de plus en plus porté, puis on le voit déjà, à tu sais, créer des applications qu'on va utiliser juste nous-mêmes. Au niveau de la sécurité, si c'est une application qui n'a même pas de base de données ou que il y a une base de données que c'est chez toi puis que il y a juste toi qui y accède, je pense que ça va être surtout là qu'on va voir un peu là, euh, euh, l'évolution des choses parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de créer un fichier Excel moindrement complexe avec ChatGPT. C'est difficile quand même. Ouais, Là. c'est Il pas fait souvent facile. des erreurs. Tu lui dis non, je voulais ça, puis comme, avec Claude, c'est moins pire, mais c'est quand même, là, on vient à un temps où c'est plus facile de coder une application, au moins une application de une page, mettons que c'est un calculateur ou distribuer des tâches de ménage, etc. Euh, Avant, on aurait un fichier Excel, mais qui serait comme pas trop efficace, mais là, à cette heure, n'importe qui peut se faire son application pour s'aider soi-même. Fait que, je pense que dans le futur, oui, ça va, il va y avoir beaucoup d'applications qui vont popper, qu'au final, c'est juste une autre application qui utilise ChatGPT en arrière, qui utilise Claude en arrière pour, on va en avoir encore beaucoup, beaucoup, puis ça va se saturer. Mais je pense que le use case qu'on va voir le popper le plus, ça va être les gens qui vont se faire des applications pour eux-mêmes. Je trouve ça vraiment intéressant là, parce que oui, bon, je ramène ma mère, pauvre Sylvie, là, mais tu sais, oui, un Excel, elle s'en fait des fois, puis tu sais, c'est tâche ardue des fois, puis c'est pas simple. Mais là, tu sais, quand tu peux juste dicter à la voix, peu importe le tool, là, le nouveau tool trendy qui va te créer une espèce d'app locale pour gérer tes sessions de prof de yoga, là, tu sais, je veux dire, puis qui fait 100% ce que tu veux. Je pense que là, tu as un mass market reach assez intéressant. Est-ce que, est-ce que tous ces outils-là sont le Excel killer, le Microsoft Excel killer? I don't know. Mais c'est une bonne vision. Je trouve ça super intéressant. Là. Pour le commun des mortels, il y a peut-être un petit shift qui va se passer d'une fameuse feuille Excel à ce genre d'outils-là. Là. Mais écoute, je t'ai entendu parler d'une application pour gérer les tâches ménagères. Je suis preneur. Écoute, c'est un enjeu parfois. Donc, parfait, je te fais intéressé. mais cela dit, ce que vous dites là, justement, c'est un peu ce que j'essayais d'exprimer, à savoir que croyez-vous pas que les limitations actuelles sont liées au fait que les produits ne sont pas encore 100% imbriqués? C'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser un tierce partie pour leur donner accès à, parce que, exemple, prenons l'exemple de Excel. Excel est propriétaire à Microsoft. Donc, Microsoft ne donne pas nécessairement la lecture complète du logiciel, parce que c'est évident, à ChatGPT. Donc, ça limite ses capacités sur, oui, il sait quoi faire. C'est parce qu'il y a de la documentation, il y a accès au contenu, mais quand c'est le temps de le faire, il n'y a pas nécessairement toutes les permissions, disons-le comme ça, pour pouvoir produire à ce moment-là ce qu'on s'attend. Est-ce que justement l'idée potentielle que Chat commence à intégrer certains gros joueurs, ce qui risque de forcer la main à ceux qui vont se dire Chat, c'est comme le produit le plus fort dans le marché.
on veut suivre la game, on n'a pas le choix, il va falloir ouvrir la porte puis commencer à s'intéresser à intégrer notre produit dans cette plateforme-là. Ben, est-ce que ça peut améliorer justement peut-être ce volet-là? C'est une belle courbe que je vous envoyais là. Hein? Peut-être, là, ce que tu abordes là, c'est comme l'espèce, s'il y en a un premier qui va être intégré à tous, ça va commencer à être utilisé massivement. Tu sais, le premier qui se met à être le tool qui est le plus utilisé dans Windows, puis qui accède au market que Windows a, ça va à ce moment-là exploser à ce niveau-là, mais ça va faire une espèce de chasse gardée dans... Tout le monde en fait, on est dans une course présentement, ça c'est certain. Fait que il y a quelques joueurs, je pense, qui commencent à prendre une certaine avance. Oui, t'as OpenAI, oui, t'as Google avec Gemini qui est là aussi. Je veux dire, le premier qui va vraiment, Claude aussi, qui est là, Anthropic, mais est-ce que ça va vraiment être widespread? Je pense que Claude et Anthropic, ça va être une question de faire un partenariat avec quelqu'un d'autre parce que c'est pas un brand que ma mère connaît, genre, versus peut-être Google, ça, tout le monde connaît ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une course à ce niveau-là, là, ça c'est certain. Oui, parce qu'on dirait que on répète l'histoire, c'est quand même fascinant. Quand on regarde un peu l'évolution des écosystèmes, ils finissent toujours par se appifier, si on peut dire. Donc, permettre après ça la possibilité à ce qu'il y ait d'autres joueurs qui viennent créer dans leur écosystème. C'est exactement ce qu'on est en train d'annoncer chez Chat. Donc, on dit, OK, parfait, maintenant, on va se créer un écosystème d'app, de produits qui vont être disponibles à travers. Fait que, tu sais, moi, je vois vraiment dans ça un danger bien réel sur le web ouvert comme on le connaît. Donc, tu sais, on le voit déjà, ne serait-ce que sur la quantité de trafic maintenant qui est généré par ChatGPT sur les requêtes, mais qui sont géré directement dans son interface. Donc là, de plus en plus, on est en train de faire migrer tout ça. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir comme gars de tech, comme qui s'intéresse un peu à comment le futur de tout ça va s'orchestrer. Absolument. Exact. Puis tu sais, je pense que, tu sais, moi, je pense qu'aussi, on va voir, on le voit déjà, là, un peu pas une effervescence, là, mais une remontée un peu là, de tous les logiciels qui sont self-hosted, là, que, tu sais, que toi-même, tu peux installer chez toi. Tu sais, comme je pense à des outils comme N8N là, qui est super populaire en ce moment. Tu sais, je pense que oui, tu sais, tout va se centraliser, puis tu sais, oui, il va y avoir une guerre de Google, OpenAI, Anthropic, etc. Puis, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à un peu essayer de se distancer de ça, puis d'avoir leurs propres outils chez eux ou dans le cloud, dans des serveurs. Fait que, tu sais, je pense qu'on est comme un peu dans un Y, mais là, ça va être de OK, c'est lequel qui va être privilégié, tu sais, au niveau des entreprises. Là, tu sais. Est-ce qu'ils vont plus vouloir avoir tout chez eux ou avoir tout chez Google parce que Google ont toutes les solutions AI, toutes les affaires qu'ils veulent, en fait. Là. Puis peut-être, pour faire un segue là-dessus, N8N, N8N, je sais jamais comment le dire, là, mais c'est N8. Cet outil-là offre, c'est un outil qui permet de faire programming, vibe coding, capable de mettre des blocs ensemble. N'importe qui présentement peut utiliser ça. Là. On se crée un compte facilement pour créer n'importe quelle app rapido, une espèce de preuve de concept de quelque chose. Et eux, ils ont aussi, comme tu dis, je pense, une version self-hosted, donc que tu peux héberger sur un serveur de ton choix ou même à la maison si tu as l'espace. C'est bien ça? Exact. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux avoir un serveur là, à 6 là, je pense à DigitalOcean. Là. Pas plus que 6 par mois, puis tu as N8N dans le cloud. C'est comme si tu avais un petit ordinateur avec tu sais, pas beaucoup de mémoire vive, mais tu sais, c'est juste assez pour runner ce logiciel-là. Versus l'avoir version cloud où ce que tu payes 30 par mois, 30 euros. Et tu as un nombre limité d'exécutions. Là, je pense qu'ils ont changé leur pricing, là, mais ça ressemble pas mal à ça. Tu sais. Donc, un nombre limité, pas illimité. Ce qui fait que, tu sais, je pense que tout le monde commence à mettre des limites, mais là, à un moment donné, tu sais, il y a beaucoup de self-hosted qui commencent à être populaires justement à cause qu'il y a des limites partout. C'est pour ça qu'N8N est intéressant puis qu'il a commencé vraiment à prendre de l'ampleur là, comparé à Make. C'est vraiment intéressant, je trouve, comme concept parce que, tu sais, on est parti, encore une fois, historiquement d'un web où
tout le monde voulait avoir ses propres affaires. Et fut une époque où les gens avaient leurs propres serveurs, tu sais, dans les entreprises et tout ça. Ah non, on va vers le cloud. Puis là, ben, hop, soudainement, on est en train de tourner convergence, divergence vers quelque chose peut-être qui va être éventuellement self-hosted aussi. Peut-être qu'il y a même des organisations, oui, là, on parle de avoir sa propre instance hébergée sur un outil cloud. On n'est Ouais. pas exactement dans dans la convergence divergente dont je parle, mais ça reste que il y a sûrement des entreprises qui vont dire ben non, moi je veux comme avoir mon propre environnement puis hoster mes affaires chez nous. Donc j'ai comme l'impression que ce mouvement-là qui se remet peut-être un peu en place, là, fait que c'est quand même fascinant. Ouais, exact. Puis surtout dans le domaine financier, là, mettons, avec. Tu sais, je sais qu'il y en a que les données, il faut qu'elles soient hébergées au Canada absolument. Fait que, tu sais, là, Ouais. ça tu sais, moi, j'ai des clients justement qui sont dans ce domaine-là, puis qui ont besoin, tu sais, d'avoir un serveur qui est hébergé au Canada. Fait que c'est intéressant dans ces cas-là, là, que ça rassure un peu aussi les gens que les données sont vraiment en leur possession, là. Puis toi, en ce moment, là, est-ce que de ton côté, tu builds des trucs pour des clients, tu joues dans N8N là, tout le temps, là, N8, là, c'est-tu ton outil de prédilection? Est-ce que tu recommandes ce genre d'outil-là à quiconque qui veut commencer un peu à jouer avec ce genre d'outil-là pour créer leur app de ménage, là, comme on parlait tantôt, là? Ben, tu sais, moi, je pense que N8N, là, plus que de créer, mettons, ben, tu peux créer des prototypes de systèmes ou d'applications, mais je pense qu'avant tout, c'est de connecter les systèmes entre eux. Donc, par exemple, que tu as un logiciel pour gérer tes clients, tu veux le connecter avec ton logiciel qui prend des notes pour tes meetings, par exemple. Tu veux que tout ça se connecte ensemble, ben là, tu vas prendre un outil comme N8N pour tout simplement aller connecter ça ensemble. Mais évidemment, tu peux faire des systèmes, tu sais, tu peux programmer là-dedans. Donc, tu peux faire des gros systèmes, mais je pense que si tu utilises N8N pour créer des applications, je pense que c'est plus rentable d'aller le faire tout simplement pour connecter des systèmes entre eux parce que chaque PME, en fait, travaille avec tu sais, tel logiciel, tel SaaS pour tel truc, tel logiciel pour tel autre truc, puis tel logiciel pour tel autre truc. Mais ils travaillent beaucoup en silo, tu sais, sur une seule affaire, pas sur une autre affaire, sur une autre affaire. Mais tu sais, Mhm. je pense que au lieu de créer d'autres applications tu sais, qui sont fermées, on va dire, ben, tu sais, autant connecter les systèmes entre eux. Puis après ça, ben, si tu as une application que tu veux créer ou quelque chose qui te permet pas de le faire avec N8N, ben, tu peux le faire tout simplement en vibe codant, puis après ça, en connectant à l'application que tu as vibe codée. Fait que ouais, moi, je suis là-dedans à peu près à journée longue, là, honnêtement. Fait que, ouais. Moi, si tu permets, j'ai une question tu vois, j'ai pas nécessairement fait d'énormément de trucs, mais tu sais, je pense au futur, puis je me dis, ben, un des dangers que je vois dans des outils comme N8 ou dans le flow en soi, qui va se connecter, c'est plus on multiplie les connexions avec des outils différents, euh, est-ce que plus on s'expose à des enjeux de maintenabilité, euh, dans le fond, sur le long terme, je me dis, dans le sens où j'imagine que chacun de ces outils-là peut arriver avec des changements demain matin qui vont avoir un impact sur ce que moi j'ai conçu. Est-ce que tu as déjà vécu des enjeux à l'heure actuelle là-dessus? Puis est-ce que tu connais déjà suffisamment bien l'écosystème pour nous dire un peu ben, comment eux ils essaient de manager ça? Ben, tu sais, c'est sûr que pour manager ça, tu sais, souvent, ça va être rare qu'on va faire des méga gros workflows qui vont être vraiment comme énormes. Puis là, c'est sûr que c'est dur à maintenir parce que tu as tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu sais, nous autres, ce qu'on va essayer, ben, quand je dis nous, c'est moi puis les gens qui automatisent, là. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des petites automatisations, mais qui vont gagner vraiment du temps aux gens. Donc, puis qui n'auront pas nécessairement à maintenir. Tu sais, on s'entend que, par exemple, aller insérer des notes de meeting dans un CRM, tu sais, au niveau de la maintenabilité, tu sais, oui, les API ou la manière d'insérer ça peut changer, mais si ce logiciel-là utilise les bonnes pratiques, normalement, ça ne devrait pas changer comme ça du jour au lendemain. Ça devrait au moins soit avertir ou, tu sais, garder, mettons, cette méthode-là un moment, puis après ça, la faire disparaître. Donc oui, évidemment, ça peut devenir un enjeu de maintenabilité. J'en ai vu beaucoup sur TikTok, là, des méga gros workflows qui connectent plein d'applications, qui disent ah, voici un template miracle pour gérer absolument tout dans ton entreprise. Ben, tu Ouais. sais, on en voit beaucoup de ça, là, tu sais, fait que je pense que faut utiliser là, des outils comme N8N plus comme un chef d'orchestre, un peu que
nécessairement là, le truc qui va vraiment être le cerveau, mettons. Là. Donc, vraiment faire plus une approche quick win, comme tu le dis. Exact. On veut, tu sais, on a une idée, on se dit, hein, ça, si ça pouvait se parler ensemble et faire telle chose en interopérabilité, il y a un gain potentiel, let's go, on y va. Donc, moi aussi, je le vois vraiment comme ça, puis je pense que ça mitige le risque beaucoup, là. Donc, le Exact. risque, c'est de se dire, OK, je pars avec une automatisation qui est simple, là, je commence à brancher, puis là, je pars un paquet d'affaires. C'est possible, c'est ça le risque aussi, c'est que c'est possible de faire plein de choses, puis de brancher plein d'affaires, mais tantôt aussi, c'est de s'assurer d'être capable de le maintenir, puis que ça fonctionne, puis que tu te retrouves pas dans une situation où tu avais une approche traditionnelle de gérer, puis là, tu sauves plein de temps, tu descends tes ressources, puis là, finalement, boum, tu as une erreur, tu as un problème, puis du jour au lendemain, tu n'as plus la capacité maintenant de soutenir. Là, donc, c'est à faire attention là, énormément, je pense. Puis, puis peut-être puis je veux juste être certain pour nos auditeurs, qu'on les sépare bien un peu, parce que là, on a touché à N8N, N8N, tu sais, puis on est vraiment dans de l'automatisation, un petit peu plus à ce niveau-là. Fait que je veux bien le dessiner ici, parce que depuis le départ, on parle beaucoup de vibe coding, programming, les outils qui vont vous permettre de bâtir un petit MVP, un minimum viable product, un petit app là, facilement. C'est pas nécessairement N8N. Le N8N va plus être dans de l'automatisation, right, Alex? Donc, automatisation d'un côté, donc connecter des affaires ensemble qui ne se parlaient pas avant pour atteindre un objectif que toi, tu as, ton entreprise a là, versus les applications sur le web qui vont te permettre d'aller créer un produit de toutes pièces avec des simples prompts, donc écrire un peu ce que tu veux ou du drag and drop, tu sais, glisser, déposer, full facile, tu sais, vraiment comme si c'était des petits blocs que tu plaçais ensemble. Juste être certain qu'on les liste un peu, tu sais, de votre vue, de ta vue, Alex, tu sais, les outils pour vibe coder en tant que tel, là, j'en ai une couple là, mais tu sais, toi, là, je vois Cursor, Copilot, GitHub. Il y en a aussi. Bon, j'avais Lovable qui est là aussi, que moi, j'ai entendu beaucoup parler. Toi, qu'est-ce que tu vois là, comme outil là, à ce niveau-là pour aller comme builder un truc là, facilement, plus que de l'automatisation, disons, si je reviens sur ça? Ben, moi, je trouve que ça dépend. Là. Mettons, pour ceux qui sont déjà développeurs plus avancés, je pense que c'est bien d'y aller avec des outils comme Cursor. Cursor, dans le fond, là, ça a été fait avec Visual Studio Code, là, l'outil de code de Microsoft. C'est juste qu'ils ont ajouté des fonctionnalités d'AI dedans. Ce qui fait que, bon, quand tu es un développeur, tu n'es pas trop perdu quand tu ouvres ça. Puis ça va vraiment t'aider concrètement dans ton workflow de développeur, dans ton workflow de développeur et de programmeur. Donc, je pense que Cursor, c'est vraiment l'outil de prédilection pour moi. Il y a aussi Claude Code qui est sorti, que ça, c'est plus une interface en ligne de commande, là, mais je sais qu'il y a des interfaces qui ont commencé à sortir sur ça, là, que ça, c'est tout simplement utiliser Claude de Entropy comme la base pour aller vraiment comme tout programmer ce que tu veux. Donc ça, je pense que c'est les deux outils un peu plus tendance quand tu es déjà développeur. Mais je pense que si tu n'es pas déjà développeur, il existe déjà des très bons outils comme Lovable ou je pense que j'ai Bolt aussi, tu sais, qui vont vraiment comme... Souvent, ils vont avoir une manière de faire. Tu sais, oui, tu écris en prompt, mais mettons ton bouton, il va tout le temps le faire à peu près de la même manière parce que s'il va prendre des raccourcis un peu pour que ça soit le plus beau possible rapidement. Fait que souvent, on va pouvoir deviner un peu qu'un site ou une application a été faite avec Lovable, notamment à cause de l'interface, qui va être comme plus standard à cet outil-là. Mais ça permet aux gens là, qui sont moins programmeurs de pouvoir coder vraiment comme s'ils étaient dans ChatGPT. Puis, tu sais, tu vois, là, tu vois, je pop Lovable à l'écran pour les gens. Puis, qu'est-ce que je vois juste en haut? Introducing Lovable X Shopify. Donc, quand on parlait d'alliance un peu tout à l'heure, en voilà un autre bel exemple où, là, les grands de ce monde, Shopify étant la plateforme numéro 1 pour avoir une plateforme de commerce en ligne, ben là, tu vas avoir une parcelle de Lovable dans Shopify pour aller builder tes affaires à cet endroit-là. Vraiment intéressant. OK. Mais tu abordes un point aussi, hein, on parlait de... Puis là, peut-être que je mélange les termes, les gars, vous me ramènerez sur le bon chemin, là, mais créer du slop coding, là, ou tu sais, créer des affaires qui se ressemblent toutes ou qui sont un peu de la vidange, là, tu sais. Puis je mélange tout un peu dans le même bucket, mais tu sais, tu l'as dit, Alex,
Lovable, tu m'en montres 10, je vais te le dire, lesquels des 10 ont tous été faits en Lovable, là, parce qu'à un moment donné, ça se ressemble tout un petit peu. Ça amène un peu le fait que il y a bien des affaires qui vont être créées dans les prochains mois qui vont énormément se ressembler, là, ultimement. Là, fait que l'authenticité là-dedans vient peut-être de perdre quelques points là, au passage. Là. Exact. C'est sûr que t'es pris un peu avec cet outil-là aussi d'un sens. Fait que tu dépends beaucoup d'une compagnie pour toi, ta compagnie à toi, ton application que tu as faite. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup mieux, mettons, là, de le faire avec des outils comme Cursor parce que tu vas vraiment avoir le contrôle tout en bénéficiant de la rapidité du vibe coding. OK. OK. Puis là, mettons, tu sais, toi, là, comment t'anticipes un peu les prochaines années, un peu? Là, on en a parlé un petit peu, mais tu sais, donc ça, c'est là pour rester. Est-ce que tu vois des grandes tendances, en fait, là, qui commencent à émerger un peu? Quoique tout ça, même si tout ça est quand même relativement récent, ça commence à s'installer. Vois-tu certaines tendances dans le futur qui s'en viennent par rapport bon, on a parlé d'automatisation, on a parlé d'outils de vibe coding. Vois-tu certaines tendances qui s'en viennent de ton côté, Alex? Tu sais, je vois beaucoup là, la tendance là, des agents IA. Là. Tu sais, je pense que ça va être. Ça va vraiment faire partie intégrante de nos vies puis de tout de nos workflows. Mais tu sais, en réalité, quand tu fais du vibe coding, c'est un agent AI que tu utilises. Mais tu sais, je pense que dans les prochaines années, on va beaucoup plus être porté à parler à nos applications puis à écrire à nos applications que de les utiliser directement. Mais je pense qu'on va être encore beaucoup en hybride, là, comme en ce moment, que on va avoir des interfaces de chat, puis que tu vas parler à un AI qui va faire les modifications que tu veux faire, que d'être dans une interface où ce que tu vas cliquer sur des boutons. Fait que je pense qu'il y a encore d'adaptation à ce niveau-là, mais tu sais, je pense on va s'en aller de plus en plus là, vers le web là, qui va être contrôlé là, par les AI, puis que ça va être vraiment plus. Tu sais, on a vu des navigateurs comme Comet de Perplexity, on voit DIA de Browser Company là, qui avait Arc avant. Donc, où est-ce que tu peux chatter là, selon le contenu de tes onglets et tout. Tu sais, on voit que c'est pas parfait, mais comme ça apporte déjà quelque chose vraiment de plus. Fait que je pense que aussi avec les serveurs MCP et tout, tu sais, là, on a parlé de Lovable avec Shopify qui s'associent ensemble, mais en réalité, ça doit être un serveur MCP de Shopify qui te permet, dans le fond, d'aller créer des thèmes ou modifier des thèmes existants. Donc, je pense que ce standard le standard MCP va continuer d'évoluer, va continuer de s'imbriquer là, dans les entreprises. Mais je pense que dans le futur, on va être beaucoup hybride, puis on va être genre tu sais, à parler à des agents AI, mais on va aussi encore avoir des interfaces, je pense, pour les piloter parce que c'est assez important. Là, tu sais. C'est comme je vois plein d'AI comme ChatGPT, Gemini, tu donnes accès à ton ordinateur comme ça, puis que tu vois ton écran. Tu sais, puis je sais qu'il y a des risques de sécurité là-dessus. Tu sais, fait que je pense, tu sais, mettons, je sais qu'avec une simple image, tu pouvais un peu injecter un prompt dans une AI qui regardait ton ordinateur puis qui contrôlait ton ordinateur. Donc, je trouve que c'est vraiment dangereux à ce niveau-là. Fait que je pense que l'approche, ça va être surtout d'utiliser là, des standards comme MCP et tout. Tu sais, oui, le risque d'injection, il est là quand même, mais comme c'est pas un AI qui voit tout ton écran. Là, tu sais, je pense qu'on sera pas là avant un méchant bout, là, je pense. C'est plus balisé. Si tu permets, je vais reprendre mon chapeau de vulgarisateur. Alex, c'est quoi le MCP? Pour quelqu'un qui a aucune idée, c'est quoi ces trois lettres-là? On en a parlé un petit peu brièvement, nous autres, il y a une couple de podcasts. Quelqu'un qui se dit que c'est juste trois lettres, là, c'est quoi cette histoire-là, MCP? MCP, là, c'est juste dans le fond, là, si on le vulgarise, là, c'est juste un câble entre les outils IA puis des logiciels. Donc, par exemple, ChatGPT, tu peux mettre des serveurs MCP dedans. Donc, MCP, ça veut dire Model Context Protocol, mais je n'irai pas d'expliquer les termes parce que ça sert à rien. Là. Ça veut juste dire que c'est une façon standard d'aller connecter deux choses, deux logiciels entre eux. Donc, mais là, ce que ça va donner accès à des outils concernant cette application-là, à ton intelligence artificielle. Donc, par exemple,
le serveur MCP de Gmail, ce qui va te permettre, ce qui va donner à ton IA, ça va être la possibilité d'aller lire tes courriels quand tu lui demandes, d'aller créer un brouillon quand tu lui demandes, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est un standard qui va continuer, en fait, d'être adopté. Puis, qui a été proposé par Anthropic à la base. OK. Donc, puis là, c'est en train d'être adopté partout. Fait que ça, c'est cool. Avant, on voyait qu'on était plus dans OK, c'est qui va créer les standards. Puis là, ChatGPT a essayé un peu, bon, avec les tools, tout ça. Mais je pense que MCP, c'est vraiment là euh, qu'on voit en fait là, le standard se dessiner, là, comme les câbles USB, etc. là. J'aime l'idée du câble. Donc, tu sais, demain matin, il y a plein d'outils partout sur la planète, sur le web, tout ça, mais ça prend une espèce de câble où ce que tout le monde va pouvoir se communiquer ensemble. C'est le MCP qui est là. Exact. OK. Excellent, super intéressant. Merci pour la petite vulgarisation. Je pense que c'est encore plus concret. Dis donc, moi, je me pose la question. Moi, je veux me lancer là, dans le programming demain matin. Là. C'est quoi tes recommandations? Je commence par où? Y a-t-il une plateforme? Où est-ce que je devrais si je veux m'intéresser à ça? C'est une très bonne question. Là. Tu sais, je pense que des outils comme make.com, là, donc que tu peux connecter là, des applications entre elles, mais sans nécessairement recourir à du code. Je pense que c'est une bonne plateforme pour commencer puis s'habituer. Cependant, tu sais, je pense que de faire toutes ces automatisations là-dessus, je pense pas que c'est la meilleure des choses, évidemment, mais je pense que c'est de commencer à utiliser ces outils-là, puis de voir, de trouver des cas dans ta vie quotidienne que tu te dis, OK, ça, je suis tout le temps en train de remplir tel fichier Excel, c'est tout le temps la même affaire, ou tu sais, si je prends tout le temps telle affaire de mon application, puis je le mets là-dedans, autant faire une petite automatisation make avec 2 points, puis c'est réglé, là. Donc, je pense que pour se lancer là-dedans, c'est tout simplement d'essayer là, les outils entrée de gamme, Zapier, Make, des choses comme ça. Ou même juste de commencer à dessiner tes processus tu sais, en diagramme, tu sais, puis de faire un espèce de flow qui dit, OK, bon, voici c'est quoi le parcours de mon client, par exemple, dans mon entreprise, qu'il va faire. Puis après ça, essayer de le traduire en no code, donc en vrai flow, que ça va simplement s'exécuter à ta place. Donc, je pense que c'est surtout d'avoir des procédures claires en premier de ce que tu veux faire. Puis après ça, d'essayer les outils en place puis essayer de le faire tout simplement. Là. J'aime le côté de dessiner en premier. C'est un peu les bonnes pratiques en techno. Là. Commence par te faire une tête papier-crayon là, du point A au point B, comment ça se passe pour vrai. Puis après ça, essayer de voir où il y a trop de taponnage, où c'est qu'il y a trop de copier-coller dans ton setup, là, puis que tu perds du temps puis que tu n'es pas à valeur ajoutée. Là. Très bonne pratique à ce niveau-là. Cool, cool. Joe, as-tu d'autres questions? Moi, je trouve que c'est un beau portrait quand même de l'univers du flowgramming puis vibe coding. Oui, assurément, c'est un beau portrait. Merci, Alex. Je pense que tu sais, ça répond à beaucoup de questionnements. Puis tu sais, c'est le fun. Comme moi, j'effleure un peu cette pratique-là parce que je commence à m'y intéresser puis je joue là-dedans. Mais pour bien des gens, c'est des termes qu'on va voir de plus en plus. Puis que je pense que d'être capable un peu plus de le comprendre aujourd'hui, ça aide énormément. Puis comme je l'ai dit, moi, je vois une perspective aussi dans le développement à plus grande échelle, puis de façon générale, de comment le web, comment l'accès à l'information, aux données, aux applications, tout ça va évoluer dans le temps. Je trouve que ça vient comme nourrir cette perspective-là. Fait que c'est toujours bon. J'aime ça qu'on puisse se projeter puis se donner des idées de. Je pense que la techno, en général, on est toujours un peu dans cette idée-là de voir ça va être quoi le prochain grand changement, qu'est-ce qui va influencer les façons dont on utilise la tech. Puis clairement, le Vibe et le Flow sont des acteurs là, quand même assez importants dans cette révolution-là. Puis peut-être, j'en profite. Écoute, Alex, je t'ai fait une passe à la palette, là, Golden. Là, je vais juste partager mon écran live, là, drette là. Pour ceux qui veulent en savoir plus, Alex Automate, c'est là que tu partages tes connaissances, Alex? Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est un channel. Là, je fais à peu près une vidéo par semaine là, pour partager un peu là, ce que je vois un peu là, dans le futur, qu'est-ce qui pourrait se passer, puis un peu les tendances qu'il va y avoir dans l'AI, dans la programmation, etc. Tu sais, avant, j'étais plus dans du contenu plus développeur, mais tranquillement, c'est du contenu sur l'automatisation, puis sur l'intelligence artificielle. Souvent un peu plus technique, un peu moins comme accessible, très grand public, mais j'essaie quand même de vulgariser au mieux. Là, fait que je pense que n'importe qui s'intéresse à l'AI puis à l'automatisation, etc., peut me suivre tout simplement.
Clairement, c'est là qu'on t'a découvert. Là. Je vois, en fait, celui-là, dernièrement, vous irez voir, notamment celui-là qui a tapé le 26 000 views. Là. Ça a été un beau succès là, où ce que tu montrais un peu la différence entre Agent Builder et N8N, c'est ça? Ouais, exact, ouais. OK, très cool, très cool, très cool. OK, ben parfait. Ben écoute, Alex, je pense que c'est ça wrap. T'as-tu un mot de la fin, Alex, ou un wisdom talk ou des choses que tu voudrais s'assurer que les gens retiennent par rapport à tout cet univers-là avant de conclure? Tu sais, je pense que c'est de s'y intéresser, là, puis de pas, en fait, tu sais, j'entends beaucoup de développeurs, là, qui disent que, ah, OK, ça sert à rien, par exemple, ces outils-là, là, ça fait juste faire n'importe quoi. Tu sais, je pense que c'est, au lieu de le voir comme ça, il faut le voir, OK, c'est comment que ça peut m'aider sans vraiment me ralentir. Puis, je pense que c'est vraiment, faut être optimiste par rapport à ça parce que c'est inévitable. Le développement de tout ça va toujours continuer, là, à moins qu'on ait des régulations, là, mais je pense que c'est important d'être optimiste là-dessus, de ne pas stresser pour son travail, puis tu sais, de comment je peux utiliser ça pour élever mon travail à moi, que je fais déjà, puis avoir un edge, en fait, sur les autres. Là. Parfait. Donc, pas se fermer les yeux à cette tendance-là qui est là, qui risque d'être là pour rester. Exact. Super. Alex Mercier, un gros merci pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci à Alex. vous.